Dans ce chapitre, nous allons découvrir la structure des glucides en commençant par préciser quel est leur rôle, en donnant aussi les filiations qui peuvent exister entre les différents glucides, les différentes représentations des glucides. Nous donnerons également quelques exemples de glucides très répandus dans la nature, en s'attachant bien sûr à préciser quels sont leurs rôles biologiques. Nous verrons également quels sont les dérivés des oses, à quelle macrostructure ils peuvent se lier dans différentes fonctions des polysaccharides complexes. Nous parlerons aussi des glycoprotéines et de leur formation, et nous terminerons par des exemples précis du rôle des glucides, comme par exemple dans les groupes sanguins ou dans les structures des cellules. Dans ce chapitre, nous avons le dégalactopyranose. Il intervient dans la formation du lactose, qui est un galactose et un glucose. Ça fait partie de ce qu'on appelle les cérébrogalactosides du cerveau. Certains glycolipides et certaines glycoprotéines. Son pouvoir rotatoire est aussi d'extrogir. On voit ici sa forme sous forme de Fischer avec la liaison 1,5 et sous forme cyclique. Le dégalactopyranose. Quelles sont les grandes parties de ce cours? Donc nous verrons les notions générales sur la structure des sucres, des exemples de glucides et leur rôle, les dérivés des oses, nous parlerons des osides, les polysaccharides complexes, les glycoprotéines, les glycanes, et nous parlerons de l'importance de la structure des sucres en biologie. Quelles sont les grandes parties de ce cours? Voici le plan de la première partie du cours. Rôle, structure, vocabulaire. Rôle des glucides, leurs propriétés principales, la classification, les structures, notion d'isomérie, nomenclature, numérotation des carbones, stéréoisomères, énantiomères, notion de carbone asymétrique, la représentation de Fischer, le pouvoir rotatoire des sucres avec les sucres de la série D comme dextrogir et L comme lévogir, l'épimérie, leur structure cyclique, l'anomérie et puis un petit résumé. Voici le plan de la première partie. Les glucides ne sont pas seulement là pour avoir un rôle énergétique. Ce sont des éléments de structure, exemple au niveau du cerveau. Ils servent de réserve énergétique, avec le glycogène par exemple, chez les êtres humains ou les mammifères. Ce sont des composants de métabolites fondamentaux. Ils sont considérés maintenant aussi comme des signaux de reconnaissance, mais aussi comme des déterminants antigéniques. Les glucides ne sont pas seulement... Ce sont des molécules présentes dans toutes les cellules du monde vivant. Ils peuvent représenter jusqu'à 70% du poids sec des végétaux. Ils peuvent avoir un rôle structural ou être source d'énergie. Leur formule brute est de la forme CnH2O N-fois. On les appelle aussi parfois hydrates de carbone. On distingue deux catégories. Les molécules élémentaires qui ne sont pas hydrolysables, donc ce sont les sucres simples ou les oses, comme par exemple le glucose. Les composés hydrolysables, comme par exemple les diosides avec le fructose, qui peuvent être dégradés en glucose et en un autre sucre. Ce sont des molécules présentes dans toute définition des glucides. 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 Définition. Les principales propriétés des oses. 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 Les principales propriétés des oses.
Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales propriétés des oses. Les principales importances des sucres en biologie, donc bien sûr rôle énergétique. Normalement, 40 à 50% des calories apportées par l'alimentation humaine sont des glucides. Ils ont un rôle de réserve énergétique dans le foie et les muscles. Ils ont un rôle structural. Les glucides interviennent comme éléments de soutien, cellulose des végétaux, de protection et de reconnaissance de la cellule. Ce sont des éléments de réserve des végétaux et des animaux, donc avec exemple le glycogène ou l'amidon. Ce sont des constituants de molécules fondamentales, acides nucléiques, coenzymes et même vitamines. Ils représentent un fort pourcentage de la biomasse, car la plus grande partie de la matière organique sur la Terre est d'origine glucidique. Importance, rôle économique, on s'en doute, avec toutes les industries de transformation des sucres, donc d'agroalimentaire qui sont très importantes, et une place particulière par rapport au glucose, donc c'est le principal carburant des tissus, c'est le seul carburant du fœtus, rôle fondamental car tous les glucides alimentaires, rôle économique, on s'en doute, avec toutes les industries de transformation des sucres, donc d'agroalimentaire qui sont très importantes, et une place particulière par rapport au glucose. Donc classification des glucides, donc on distingue les oses, donc les sucres simples, et les osides, qui sont des polymères d'ose. Alors les critères de classification des oses font appel à leur nombre de carbone de l'ose et à la nature du carboxyle. Le nombre de carbone, par exemple, s'il y en a 3, on parle d'un triose, s'il y en a 6, on parle d'un hexose. La nature du carbonyle, aldéhyde va donner un aldose, cétone va donner un cétose. La combinaison de ces deux critères caractérise l'ose. On parle d'aldopentose, d'aldohexose, de cétopentose ou de cétohexose. Classification des glucides. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et ce petit schéma permet de mieux comprendre les choses. Il existe différentes classes de glucides et le ribose est un sucre particulier puisqu'il va rentrer dans la structure des nucléotides et des acides nucléiques. Donc je ne vais pas détailler cette diapositive puisque vous le voyez dans un autre cours en détail avec donc l'importance du ribose dans cette structure et dans la structure également des nucléotides. Le ribose
Structure des oses, il y a différentes formes d'isomérie des oses. Donc, on parle donc d'isomérie de fonction. Le fructose est un isomère de fonction du glucose. Et on parle d'isomérie optique ou de stéréoisomère, avec la notion d'énantiomère, d'épimère et d'anomère. Donc deux énantiomères qui sont des antipodes optiques ont les mêmes propriétés, à l'exception d'une seule, leur pouvoir rotatoire de la lumière opposé. Les anomères sont distingués par la lettre alpha et bêta. La forme est alpha, c'est le groupement hydroxyle OH anomérique et le groupement CH2OH terminal, sont de part et d'autre du cycle, et bêta, s'ils sont du même côté. Deux épimères sont des stéréoisomères isoptiques qui ne diffèrent entre eux que par la configuration d'un seul et unique carbone asymétrique. Structure des oses, il y a différentes formes d'isomérie des oses. Donc, on parle donc d'isomérie de fonction. Le fructose est un isomère de fonction du glucose. Et on parle d'isomérie optique ou de stéréo. On parle par exemple d'aldohexose ou de cétohexose. Un aldohexose est un ose composé de 6 atomes de carbone, hexose, et dont le premier atome possède une fonction aldéhyde, alors qu'un cétohexose possède aussi 6 atomes de carbone et une fonction cétone. On parle par exemple d'aldohexose. En chimie, une molécule lévogir, donc qui tourne à gauche, du latin levus, gauche, a la propriété de faire dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée vers la gauche d'un observateur qui reçoit la lumière. Plus précisément, l'observateur en question voit le plan tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Une molécule lévogir est également l'une des deux formes d'énantiomère d'une molécule chirale, l'autre étant bien sûr la molécule dextrogir. Donc on a ici l'exemple du D-glycéraldéhyde qu'on verrait dans un miroir. En chimie, une nomenclature, en fait, pour déterminer la série d'un ose, on se base sur la position du OH porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction aldéhyde ou cétone. Par convention, on ne montre pas les hydrogènes et les OH qui sont simplement symbolisés par un trait, donc comme représenté dans le schéma ci-dessous. Nomenclature, en fait, pour déterminer exemple, 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 exemple. Alors, toujours en termes de nomenclature, parce que c'est important, un isomère. Alors, toujours en termes de nomenclature, parce que c'est important, un isomère. Alors, toujours en termes de nomenclature, parce que c'est important, un isomère. Alors, toujours en termes de nomenclature, parce que c'est important, un isomère. Alors, toujours en termes de nomenclature, parce que c'est important, un isomère. Alors, toujours en termes de nomenclature, parce que c'est important, un isomère. Alors, toujours en termes de nomenclature, parce que c'est important, un isomère. Alors, toujours en termes de nomenclature, il est clair que on a ici la représentation de Fischer qui est assez utilisée en biologie. En fait, la convention de Fischer établit les règles pour écrire la formule développée plane des oses. La chaîne carbonée doit être regardée de façon à ce que tous les angles de
des liaisons carbone-carbone soient convexes vers l'observateur et que la fonction la plus oxydée, donc l'aldéhyde pour le glucose, soit située en haut de la formule. En tournant les angles carbone-carbone vers vous, l'image devient alors verticale. Les hydroxydes des fonctions alcool secondaires se répartissent alors de façon spécifique à gauche ou à droite du plan des carbones, selon la nature de l'ose représentée. On imagine un axe vertical comprenant toutes les liaisons carbone-carbone, et on représente les oxydryles des fonctions alcool secondaires à droite ou à gauche, comme dans la représentation ci-jointe. Cette représentation de Fischer permet la plupart du temps de comprendre comment s'organise la structure des sucres. On a ici la représentation dans une projection de Fischer. Les liaisons représentées sur la ligne horizontale sortent dans la réalité vers l'avant, hors de la feuille ou de l'écran vers vous. C'est pour cette raison qu'une projection de Fischer ne peut pas être tournée dans le plan de la page ou de l'écran. Alors, l'orientation des liaisons les unes relativement aux autres peut changer, convertissant ainsi la molécule en son énantiomère. Pour passer de la représentation de Fischer à celle de Crame, dont on ne parlera pas trop ici, il faut considérer chaque atome de carbone indépendamment des autres, car la représentation de Fischer n'est pas une simple projection de la molécule sur un plan de dimension. Les projections de Fischer sont le plus souvent utilisées en biochimie pour représenter principalement les monosaccharides, mais elles peuvent être aussi utilisées pour les acides aminés ou pour d'autres molécules organiques, puisqu'elles permettent de dépeindre la stéréochimie, c'est-à-dire les structures tridimensionnelles d'une molécule. Tout leur intérêt. Dans une projection de Fischer, alors les oses ont des filiations chimiques que l'on peut mieux comprendre selon Fischer. Donc à partir du déglycéraldéhyde par addition de carbones successifs, on peut obtenir un triose, donc 3 carbones, un tétrose, 4, un pentose, 5 carbones, un hexose, 6 carbones. Et un triose peut donner 2 tétroses, comme représenté ici à partir du déglycéraldéhyde, avec formation en rajoutant un carbone, soit du D-érythrose, soit du D-tréose. Alors, le pouvoir rotatoire des sucres, les oses, alors 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 le pouvoir rotatoire des sucres, les oses, la série D et L des oses, donc les oses de la série D sont souvent rattachées au D-glycéraldéhyde, la configuration spatiale de hydroxyle portée par le carbone subterminal de l'ose, ou carbone N-1, est identique à celle du D-glycéraldéhyde. La plus grande partie des oses naturelles sont de la série D, ceux de la série L, ils dérivent par voie chimique du L-glycéraldéhyde. La série D et L, on peut représenter la filiation des sucres selon Fischer, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais de façon plus schématique, à partir du déglycéraldéhyde, le D-tréose, le D-érythrose, puis 5 carbones avec arabinose et ribose, importance donc du ribose dans la constitution des acides nucléiques, et à 6 carbones avec le D-galactose, le D-mannose et le D-glucose. Donc par addition successive d'un carbone, on obtient à chaque étape la formation de 2 isomères,
Donc un triose va donner 2 tétroses, 4 pentoses, puis 8 hexoses. On peut représenter affiliation. Les principaux oses naturels, donc on a par exemple le D-galactose, le D-glucose et le D-mannose. Ces 3 sucres ayant une importance fondamentale en biologie, surtout le glucose. Les principaux oses naturels, si les molécules ne diffèrent que par la configuration absolue d'un carbone asymétrique, on parle alors d'épimères. Par exemple, le galactose est l'épimère en 4 du glucose, comme représenté sur le schéma. Donc ceci illustre bien la notion d'épimérie dont nous avons déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Si les molécules, il faut parler de la structure cyclique, 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 il faut structure cyclique des oses. En solution, les oses sont essentiellement présents sous forme cyclique, donc avec cette fonction CO qui réagit avec une fonction OH pour faire l'iniacétale. Donc, comme on l'a vu précédemment, on pourra donc former un cycle à 6 côtés, par exemple le pyranose, ou à 5 côtés avec le furanose. Structure cyclique des oses, on parle de mutarotation, les cycles se forment et se rompent en permanence, et en fait, lorsque un sucre est en solution, il existe toujours des mutarotations, et un équilibre se fait en permanence entre les formes cycliques et les formes linéaires, en sachant que ce sont les formes cycliques qui sont majoritaires. On parle de mutarotation. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, ça nous permet de revenir sur la notion. Alors, si des positions de groupement OH de ces carbones sont positions opposées de part et d'autre du cycle, donc par convention, on dit que c'est un nanomère de type alpha. Si des positions de groupement OH de ces carbones sont positions opposées de part et d'autre du cycle, donc par convention, on dit que c'est un nanomère de type. Les propriétés chimiques des sucres sont importantes à connaître puisque ça permet de les étudier. Les glucides qui ont leur OH anomérique libre peuvent passer de la forme cyclique à la forme linéaire. Quand le glucide est sous forme linéaire, il est dit réducteur car il a une fonction carbonyle libre. Cette propriété réductrice peut être mise en évidence grâce à la liqueur de Fehling. Les propriétés chimiques, les sucres peuvent être réduits par le cuivre. 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 Les sucres peuvent être... Les sucres ont des conformations variables. En fait, les études de la stabilité conformationnelle du cyclohexane ont montré que des arrangements spéciaux qui ne subissent pas de contraintes stériques peuvent être de conformation soit de chaise, soit de bateau. La position des substituants hydrogène peut être soit dans un axe perpendiculaire au plan défini par les 6 liaisons carbone-carbone, ce sont des substituants dits axiaux,
soit au contraire dirigés vers l'extérieur de ce cycle. Ils sont dits équatoriaux. Dans le cas du glycopyranose, c'est essentiellement la forme chaise qui existe. Donc, deux conformations alternatives, position axiale et équatoriale, donc qui permet donc d'ailleurs d'avoir un encombrement dans l'espace moins important lorsqu'ils sont en position équatoriale. Les sucres ont des conformations, exemple du glucose en solution, donc 0,02% simplement du glucose est sous forme linéaire, le reste est sous forme donc de exemple du glucose en solution, donc 0,02% simplement du glucose est sous forme linéaire, le reste est sous forme donc de exemple du glucose en solution, donc 0,02% simplement du glucose est sous forme linéaire. En résumé, stéréoisomère, c'est un isomère différent par disposition dans l'espace des substituants, donc avec une notion de configuration, autour d'au moins un carbone chiral. Un énantiomère, c'est un stéréoisomère qui sont des images en miroir l'un de l'autre, exemple D-glucose et L-glucose. Un diastéréoisomère, c'est un stéréoisomère non énantiomérique, exemple D-glucose et D-L-galactose. Un épimère, c'est un stéréoisomère différent l'un de l'autre au niveau d'un seul carbone chiral, donc c'est une image qui n'est pas superposable dans un miroir. Exemple, D-glucose, D-galactose, D-glucose et D-mannose. Un anomère, c'est un stéréoisomère différent par la configuration du carbone asymétrique. En résumé, stéréoisomère, on va juste donner un peu plus de précision sur la notion de chiralité pour que vous compreniez bien. Un composé chimique est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Si une molécule est chirale, elle possède deux formes énantiomériques, une lévogire L, donc qui tourne la lumière polarisée vers la gauche, donc qui vient du latin, noté moins devant le nom de la molécule, et une molécule dextrogire qui tourne à droite, donc avec devant la molécule le signe plus, qui font tourner donc un rayonnement polarisé de manière opposée. Cette notion de pouvoir rotatoire est à ne pas confondre avec la configuration absolue R et S, ni même avec les séries L et D. On va juste donner, le cours a été simplifié, donc toutes les notions sont importantes. Par contre, je ne vous demande pas de retenir les formules. Le cours, nous allons maintenant donner quelques exemples de glucides importants. Nous allons maintenant donner le plan, on va parler du D-glucopyranose, du D-galactopyranose, du D-mannopyranose, du D-fructopyranose et du D-ribopyranose. Le plan, on va parler le D-glucopyranose, donc c'est le glucose naturel qui est très répandu dans la nature. C'est le principal carburant de l'organisme et le carburant universel du fœtus. La polymérisation du glucose va conduire au glycogène, donc qui est présent principalement dans le foie, mais aussi dans les muscles. Et la glycémie, c'est la concentration de glucose à état libre dans le sang, dont les valeurs sont à peu près donc de 0,8 g par litre, ce qui représente 4,4 millimoles. Le glucose est réducteur et la glucose oxydase l'oxyde en acide aldonique et cette réaction est utilisée pour son dosage. Et comme on l'a vu précédemment, son pouvoir rotatoire est dextrogire. Le D-mannopyranose est surtout présent dans les végétaux. C'est un constituant des glycoprotéines chez l'homme et son pouvoir rotatoire est de type dextrogire. Le D-mannopyranose, le D-fructofuranose, donc on le trouve surtout dans les fruits, d'où son nom. Son pouvoir rotatoire est lévogire, d'où son nom de lévulose. Il est présent dans le liquide spermatique chez l'homme où il participe au mouvement des spermatozoïdes. Il est présent sous forme furanique dans le saccharose, donc le sucre de table.
La cyclisation se fait entre le carbone 2 cétone et le carbone 5, comme représenté sur le schéma dessous. Le défructofuranose, le déribofuranose, donc la forme furanique et la forme habituelle des pentoses combinées dans les acides nucléiques, donc l'ARN. Le bêta-D ribofuranose est lié aux bases puriques et pyrimidiques par une liaison N-osidique, nucléoside-nucléotide. Il intervient dans la structure des coenzymes que vous devez voir dans un autre cours, NAD, NADP, ATP. La forme biologique est la forme furanique, et dans le désoxyribose, le OH en 2 est remplacé par un hydrogène. Donc le déribofuranose, donc la forme furanique et la forme habituelle des pentoses combinées dans les acides nucléiques, donc l'ARN. Le bêta-D ribofuranose est lié aux bases puriques et pyrimidiques par une liaison N-osidique, nucléoside-nucléotide. Il intervient dans la structure des... Ce qu'il faut retenir, le rôle de ces sucres, comment ils sont constitués et ne pas retenir les formules. Ce qu'il faut retenir, nous allons parler maintenant des dérivés des oses. Nous allons parler maintenant des... Alors le plan, on va parler des dérivés amines, des dérivés acides, aldoniques, uroniques, sialiques ou ascorbiques. Alors le plan, on va parler des dérivés amines des oses biologiques. Donc deux osamines ont un intérêt biologique, la glucosamine et la galactosamine, où un OH en 2 est remplacé par un NH2. Le NH2 est souvent acétylé pour donner une N-acétylglucosamine ou N-acétylgalactosamine. Les osamines sont des constituants des glycolipides, des glycosaminoglycanes. Et le schéma dessous permet de voir la différence entre les deux. Les dérivés amines des oses biologiques, dérivés acides d'oses biologiques, avec par exemple l'acide aldonique, on les obtient par oxydation de la fonction hémiacétalique des aldoses par les halogènes, comme l'iode. Par contre, les cétoses, eux, ne vont pas réagir. Et ça me permet de passer donc de l'acide D-gluconique à un gamma-D-gluconolactone avec sa forme cyclique. Dérivés acides d'oses biologiques, l'acide uranique et les acides uraniques sont obtenus par oxydation de la fonction alcool primaire sur le carbone 6. Donc, à partir de l'acide bêta-D glucuronique, on obtient l'acide alpha-D. L'acide uranique et les acides uraniques sont obtenus par oxydation de la fonction alcool primaire sur le carbone 6. Donc, à partir de l'acide bêta-D glucuronique, on obtient l'acide sialique avec l'acide N-acétylneuraminique. L'acide sialique, donc ça vient du grec salive, c'est un dérivé d'un ose à 11 atomes de carbone. L'acide sialique peut représenter aussi bien l'acide N-acétylneuraminique que l'on rencontre chez l'être humain que toute une série de substances qui lui sont apparentées. Le N-acétylneuraminique, l'acide N-acétylneuraminine, ce sont des constituants caractéristiques des sucres aminés qui jouent un rôle dans les interactions intercellulaires. L'acide sialique sert entre autres de protection des protéines contre leur dégradation par les protéases. Donc ils sont importants en fait pour permettre aux protéases de n'agir qu'au bon moment lorsque l'acide sialique en fait sort de la structure de la protéine. L'acide sialique avec l'acide ascorbique, c'est la vitamine C qui est apparentée au sucre. Alors bien sûr, comme toute vitamine, elle ne peut pas être synthétisée par l'organisme et sont pourtant nécessaires en faible quantité. La vitamine C est indispensable car elle n'est pas synthétisée par l'organisme et si il y a une carence, ça va provoquer chez l'homme le scorbut. C'est une vitamine qui est hydrosoluble. Seule la forme L est active. C'est un monoacide car elle a un seul hydrogène mobile. Sa fonction N-diol est caractéristique. Et elle est très réductrice et donc facilement oxydable en acide déhydroascorbique qui est aussi biologiquement actif.
Donc elle a un rôle biologique important puisque en fait c'est le coenzyme de la prolyl hydroxylase qui intervient dans la synthèse d'hydroxyproline de l'os. Elle intervient aussi dans la synthèse des stéroïdes, donc des hormones. Sa carence entraîne des anomalies de la synthèse du collagène et la fragilité des parois vasculaires. L'acide ascorbique, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc leur rôle, comment ils sont obtenus et ne pas retenir. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous allons parler maintenant des osides ou des sucres complexes. Nous allons parler maintenant le plan du cours, donc définition, les osides réducteurs, les principaux osides, le résultat de l'hydrolyse enzymatique. Le plan du cours, alors leur définition, 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 dioside réducteur, donc avec une liaison osido-ose. Il y a condensation d'une fonction hémiacétalique d'un ose avec une fonction alcoolique d'un second ose par une liaison osido-ose. Il reste donc dans le dioloside un OH hémiacétalique libre, responsable du pouvoir réducteur de la molécule. L'association de deux oses va donner un dioside, de trois oses, un trioside, etc. Dioside réducteur, donc avec les principaux diolosides importants en biologie, donc le maltose, les principaux diolosides importants en biologie, donc le maltose, les principaux diolosides importants en biologie, donc le maltose, les principaux diolosides importants en biologie, donc le maltose, les principaux diolosides importants en biologie, donc le maltose, les principaux diolosides importants en biologie, le lactose, comme son nom l'indique, est présent dans le lait de tous les mammifères. C'est un dioloside réducteur constitué d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose qui sont unies par une liaison bêta-1,4 osidique. Donc on voit dessous sa formule. Le lactose, comme le saccharose, c'est le sucre de table. C'est un dioloside non réducteur, très répandu dans les végétaux. Le saccharose a un pouvoir rotatoire qui est d'extrogir. Donc par hydrolyse, il donne naissance à un mélange lévogir. Ceci s'explique car dans le mélange, le pouvoir rotatoire lévogir du fructose, donc moins 92 degrés, est supérieur au pouvoir rotatoire d'extrogir du glucose, plus 52 degrés. Cette propriété a valu au mélange le nom de sucre interverti. Le saccharose est hydrolysable par voie enzymatique avec une alpha-glucosidase ou une bêta-fructosidase. Alors c'est le sucre que l'on consomme le plus pour sucrer son café, dans les pâtisseries, etc. Le saccharose, c'est le sucre. L'hydrolyse enzymatique des osides polyosides, elle est réalisée par ce qu'on appelle des osidases qui sont spécifiques donc de la nature de l'ose, de la configuration anomérique alpha ou bêta de la liaison osidique, de la dimension des unités attachées dans le polyoside. Alors, lors de la digestion, l'amidon représente la moitié des glucides apportés par l'alimentation chez l'homme. Sa digestion se fait dans le tube digestif grâce à différents enzymes spécifiques. On a ce qu'on appelle des alpha-amylases, alpha-1,4-glucosidase. Donc elles agissent en n'importe quel point de la chaîne sur les liaisons
alpha 1,4 pour donner des molécules de maltose et des dextrines. Il existe une amylase SAIVR qui est peu active, car l'hydrolyse enzymatique des osides polyosides, elle est réalisée par ce qu'on appelle des osidases qui sont spécifiques, donc de la nature de l'ose, de la configuration anomérique alpha ou bêta de la liaison osidique, de la dimension des unités attachées dans le polyoside. Alors, lors de la digestion, l'amidon représente la moitié des glucides apportés par l'alimentation chez l'homme. Sa digestion, vous avez ici, 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 vous avez ici. Qu'il faut retenir, les définitions, les exemples, pourquoi certains vont être réducteurs alors que d'autres ne le sont pas, et que permet d'obtenir leur hydrolyse. Qu'il faut retenir, les définitions. Nous allons voir maintenant les polysaccharides complexes. Nous allons voir maintenant les polysaccharides. Donc, on va parler des polysaccharides structuraux, du glycogène et des glycosaminoglycanes. Donc, on va parler Alors, parmi les polysaccharides structuraux, on a ceux qui sont au niveau des végétaux, comme la cellulose, qui est en fait un polymère de glucose. 50% du carbone de la biosphère est représenté par ces polymères. Ils sont linéaires, ils peuvent avoir jusqu'à 15 000 glucoses. Donc la cellulose est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de déglucose entre 200 et 14 000, et c'est le principal constituant des végétaux, en particulier de la paroi de leurs cellules. La cellulose ne peut pas être digérée par l'homme, mais en gros elle a un rôle, je dirais, de maintien de structure des végétaux, en gros de squelette des végétaux. Le glycogène, c'est un glucide complexe, polymère de glucose. Il consiste en une chaîne de glucose liée en alpha 1,4 et branchée en alpha 1,6, toutes les 8 ou 12 résidus. Il est utilisé par les animaux pour stocker de l'énergie, principalement dans le foie et dans les muscles, au même titre que l'amidon chez les végétaux. Donc il y en a 10 à 12% dans le foie par rapport à son poids. 50% du glycogène total est dans le muscle, mais ne peut pas être utilisé par d'autres organes que le muscle. Il n'y a pas de glycogène dans le plasma. C'est une forme de stockage qui ne modifie pas l'équilibre osmotique de la cellule. Ce sont des réserves qui sont faibles sur le plan énergétique, mais qui permettent de réguler la glycémie, d'approvisionner les tissus. Et en fait, il existe un certain nombre de maladies de stockage du glycogène, ce qu'on appelle les glycogénoses, qu'on peut détecter d'ailleurs à la naissance et qui vont donner des hypoglycémies graves chez les nouveau-nés, détectés donc le plus rapidement possible, puisque une hypoglycémie profonde chez un nouveau-né peut rapidement provoquer des troubles cérébraux et même une destruction du cerveau. Le glycogène, alors voilà représenté la structure du glycogène. Donc c'est un polymère formé par des molécules de glucose qui sont liées par liaison glycosidique alpha 1,4 et avec des branches formées par des liaisons glycosidiques alpha 1,6, tous les 10 résidus environ. Son extrémité réductrice, extrémité avec le groupe hydroxylo-H sur le carbone numéro 1 libre. Une seule pour la molécule de glycogène. Alors voilà représenté la structure du le glycogène est une importante source d'énergie. Chez les animaux, le glycogène et les acides gras sont les sources les plus importantes d'énergie. Les acides gras, donc par rapport au glycogène, ne peuvent pas être convertis en glucose, qui est tout à fait nécessaire pour le cerveau. L'utilisation des acides gras dans les muscles peut tirer de l'énergie, mais celle-ci est d'un apport très lent par rapport à celle du glycogène. Les acides gras fournissent de l'énergie seulement en aérobiose, au contraire du glycogène qui, par la glycolyse, peut donner de l'énergie en anaérobiose. La structure très branchée du glycogène
permet d'obtenir des molécules de glucose très rapidement. Donc on a ici le schéma glycogène qui va donner le glucose. Par glycolyse, on va rentrer dans le cycle de Krebs avec l'acétylcoenzyme A, donc qui s'appelle aussi le cycle de l'acide citrique, et permet d'obtenir de l'ATP, donc de l'énergie. Le glycogène est une importante. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe une voie opposée de synthèse et de dégradation du glycogène. Donc, avec le glycogène, on a une enzyme. Alors, il existe. Quelles sont les différences entre le glycogène et la cellulose? Donc, le glycogène, c'est un réserve dans le règne animal, dans les foies, le muscle. Il a une structure proche de l'amylopectine. Son poids moléculaire est très élevé. C'est un enchaînement de déglucose. La ramification du glycogène se fait grâce à des alpha-1,6 à l'extérieur. Donc, on a des chaînes de 10 à 15 glucoses. À l'intérieur, on a des chaînes de 3 à 4 glucoses. La cellulose a un poids moléculaire très important, donc qui peut aller de 200 000 à 400 000. C'est une chaîne. Quelles sont les différences entre le glycogène et la cellulose? Donc, le glycogène, c'est un réserve dans le règne animal, dans les foies, le muscle. Il a une structure proche de l'amylopectine. Son poids moléculaire est... Alors après, on a les glycosaminoglycanes. Donc, ils permettent d'obtenir la rigidité de certaines cellules. Ils sont fortement hydratés. Ils permettent d'obtenir ce qu'on appelle une visco-élasticité. Ce sont souvent donc des lubrifiants présents au niveau des articulations. Ils absorbent les chocs, en particulier, ils sont importants au niveau du liquide synovial. L'exemple qu'on donne, c'est le liquide synovial du genou. Alors après, on a les glycosaminoglycanes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? 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 Donc, qu'est-ce qu'il... Nous allons voir maintenant la notion de glycoprotéines. Nous allons voir maintenant le plan, la définition, la notion de N-glycosylation, de O-glycosylation, les exemples, les glycoprotéines, les agrécanes, les parois des bactéries, les groupes sanguins, les lectines, et la notion de micro-hétérogénéicité. Alors, le plan... Les glycoprotéines sont obtenues par glycosylation, qui sont réalisées dans les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules des plantes ou de champignons ou du monde animal. Et la liaison qui est engendrée est une liaison solide, donc de type covalente. Il n'y a qu'exceptionnellement des réactions de glycosylation observées chez les prokaryotes, c'est-à-dire dans le monde bactérien. Il y a deux grands groupes de glycoprotéines. Les glycoprotéines sont obtenues par glycosylation, qui sont réalisées dans les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules des plantes ou de champignons ou du monde animal. Et la liaison qui est engendrée est une liaison solide, donc de type covalente. Il n'y a qu'exceptionnellement des réactions de glycosylation observées chez les prokaryotes, c'est-à-dire dans le monde bactérien. Il y a deux grands groupes de glycoprotéines.
Les glycoprotéines sont obtenues par glycosylation, qui sont réalisées dans les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules des plantes ou de champignons ou du monde animal. Et la liaison qui est engendrée est une liaison solide, donc de type covalente. Il n'y a qu'exceptionnellement des réactions de glycosylation observées chez les prokaryotes, c'est-à-dire dans le monde bactérien. Il y a deux grands groupes de glycoprotéines. Les glycoprotéines sont obtenues par glycosylation, qui sont réalisées dans les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules des plantes ou de champignons ou du monde animal. Et la liaison qui est engendrée est une liaison solide, donc de type covalente. Il n'y a qu'exceptionnellement des réactions de glycosylation observées chez les prokaryotes, c'est-à-dire dans le monde bactérien. Il y a deux grands groupes de glycoprotéines. Les glycoprotéines sont obtenues par glycosylation, qui sont réalisées dans les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules des plantes ou de champignons ou du monde animal. Et la liaison qui est engendrée est une liaison solide, donc de type covalente. Il n'y a qu'exceptionnellement. Alors la N-glycosylation, donc c'est le précurseur construit qui est greffé sur, la molécule de base, le dolichol. On retrouve les deux molécules de N-acétyl-glucosamine à gauche, les molécules de mannose et les 3-glucoses. On le verra plus loin, il va y avoir... Alors la N-glycosylation, donc c'est le précurseur construit qui est greffé sur, la molécule de base, le dolichol. On retrouve les deux molécules de N-acétyl-glucosamine à gauche, les molécules de mannose et les 3-glucoses. On le verra plus loin, il va y avoir... Alors la N-glycosylation, donc c'est le précurseur construit qui est greffé sur, la molécule de base, le dolichol. On retrouve les deux molécules de N-acétyl-glucosamine à gauche, les molécules de mannose et les 3-glucoses. On le verra plus loin, il va y avoir... Alors la N-glycosylation, donc c'est le précurseur construit qui est greffé sur, la molécule de base, le dolichol. On retrouve les deux molécules de N-acétyl-glucosamine à gauche, les molécules de mannose et les 3-glucoses. On le verra plus loin, il va y avoir... Alors la N-glycosylation. Alors ici, voici le schéma qui permet de comprendre comment les choses se passent. On a le réticulum endoplasmique qui est limité par sa membrane en bleu, violacé. En vert, c'est la lumière du réticulum endoplasmique et l'extérieur est de l'autre côté. On a le dolichol ici, sur lequel sont liées deux molécules de N-acétylglycosamine en rouge orangé, puis qui portent les unités mannose. Ce sont ces triangles. Alors ici, voici le schéma qui permet de comprendre comment les choses se passent. On a le réticulum endoplasmique qui est limité par sa membrane en bleu, violacé. En vert, c'est la lumière du réticulum endoplasmique et l'extérieur est de l'autre côté. On a le dolichol ici, sur lequel sont liées deux molécules de N-acétylglycosamine en rouge orangé, puis qui portent les unités mannose. Ce sont ces triangles. Alors ici, voici le schéma qui permet de comprendre comment les choses se passent. On a le réticulum endoplasmique qui est limité par sa membrane en bleu, violacé. En vert, c'est la lumière du réticulum endoplasmique et l'extérieur est de l'autre côté. On a le dolichol ici, sur lequel sont liées deux molécules de N-acétylglycosamine en rouge orangé, puis qui portent les unités mannose. Ce sont ces triangles. Alors ici, voici le schéma qui permet de comprendre comment les choses se passent. On a le réticulum endoplasmique qui est limité par sa membrane en bleu, violacé. En vert, c'est la lumière du réticulum endoplasmique et l'extérieur est de l'autre côté. On a le dolichol ici. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glycosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, on a d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glycosylation,
On pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glucosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glucosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glucosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glucosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glucosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glucosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose la N-glycosylation par rapport à la O-glucosylation, on pourrait dire que dans la N-glycosylation, un d'abord assemblage d'un précurseur. Si on résume les choses et qu'on oppose... Alors voici différents exemples de glycoprotéines plasmatiques. L'urosomucoïde, qui est une protéine de l'inflammation, l'alpha-antitrypsine, les antichymotrypsines, les macroglobulines, l'aptoglobuline pour le métabolisme du fer, la céruloplasmine pour le métabolisme du cuivre, le fibrinogène pour la coagulation et les immunoglobulines. Eh bien, vous voyez, les immunoglobulines pour l'immunité. Donc, importance des sucres aussi dans la fonction immunitaire. Alors, voici différents exemples de glycoprotéines. Alors, on a ici un exemple d'un sucre complexe, l'agrégant, donc qui est issu de l'agrégation de grands protéoglycanes riches en hydrates de carbone. La forme humaine comporte 2316 acides aminés et peut être exprimée sous de multiples isoformes d'épissage alternatif. Avec le collagène de type 2 agrégant, on forme une composante structurelle importante du cartilage, en particulier du cartilage articulaire. L'agrégant se compose de deux domaines globulaires structurels à l'extrémité N-terminale et un domaine globulaire à l'extrémité C-terminale, séparé par un vaste domaine fortement modifié avec des glycosaminoglycanes. Les deux principales fractions modifiées eux-mêmes sont organisées en régions distinctes, le sulfate de chondroïtine sulfate et d'un kératane. Ces liens entre domaines appelés interglobulaires de glomène sont très sensibles. Alors on a ici un exemple d'un sucre complexe, l'agrégant, donc qui est issu de l'agrégation de grands protéoglycanes riches en hydrates de carbone. La forme humaine comporte 2316 acides aminés et peut être exprimée sous de multiples isoformes d'épissage alternatif. Avec le collagène de type 2 agrégant, on forme une composante structurelle importante du cartilage, en particulier du cartilage articulaire. L'agrégant se compose de deux domaines globulaires structurels à l'extrémité N-terminale et un domaine globulaire. On a ici l'exemple des parois bactériennes. En fait, les deux types de parois bactériennes, donc gram plus et gram moins, possèdent une structure commune qui forme un réseau autour de la membrane plasmique, le peptidoglycane. Comme son nom l'indique, le peptidoglycane est constitué d'une partie glucidique. Il s'agit d'une alternance de N-acétylglucosamine et de N-acétylmuramique reliés par des liaisons osidiques et d'une partie peptidique. Il y a 4 acides aminés qui sont liés par une liaison amide au niveau de la fonction acide carboxylique du résidu pyruvate de la structure. La paroi bactérienne existe chez toutes les espèces du domaine des bactéria, à l'exception des bactéries de type mycoplasme. Et en fait, la paroi est une structure rigide et résistante qui entoure le cytoplasme et sa membrane.
Elle protège la bactérie et va lui donner sa forme. La paroi des bactéries présente une structure variable. Chez les bactéries, un gram positif, à l'exception des mycobactéries, sa structure apparaît homogène. Son épaisseur de 10 à 80 nanomètres. Elle est riche en osamine, mais pauvre en lipides, 1 à 2%. Par contre, chez les bactéries à gram négatif, sa structure est plus complexe. Son épaisseur est de l'ordre de 10 nanomètres. Elle est riche en lipides, 10 à 20%, et contient moins d'osamine. On a ici l'exemple. Alors, les pénicillines inhibent la synthèse du peptidoglycane. L'antibiotique pénicilline empêche la synthèse du peptidoglycane par les bactéries en s'intercalant dans le polymère, en fait. Donc, il a donc un effet bactéricide, comme les autres antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, puisque l'inhibition de la synthèse du peptidoglycane déclenche après des mécanismes de lyse cellulaire, et ainsi les bactéries sont entièrement éliminées. Alors le problème, c'est que bien sûr, les bactéries, elles vont se défendre, elles vont synthétiser des enzymes qui permettent de lutter contre ces antibiotiques, tous les problèmes de résistance à l'antibiothérapie dont on parle de plus en plus actuellement. Alors, donc la résistance, c'est-à-dire que la bactérie réagit en synthétisant une pénicillase qui inactive l'antibiotique, donc et va donner un état de résistance à cet antibiotique. Donc la résistance, c'est-à-dire que les groupes sanguins du ABO, donc c'est la présence ou l'absence de sucre particulier qui vont les définir. Dans le système ABO, l'appartenance à un groupe sanguin est définie par la présence d'un antigène de nature glucidique sur les globules rouges, d'anticorps dans les sérums, sa présence de ces anticorps qui impose de respecter les règles de compatibilité pour les transfusions. Si vous transfusez un sang qui n'est pas compatible à un individu, eh bien, les anticorps présents naturellement vont détruire les globules rouges que vous transfusez, avec des conséquences qui peuvent être mortelles. Les groupes sanguins, donc les sucres constituant le système ABO, donc vous voyez ici quelques exemples avec galactose, N-acétylglucose, et en fonction des antigènes O, A ou B, eh bien la structure, donc les sucres constituant le système ABO, donc vous voyez les lectines, ce sont des protéines ou des glycoprotéines capables d'interagir spécifiquement avec des saccharides pour former des liaisons non covalentes et provoquer l'agglutination des cellules animales. Ces substances ont été successivement baptisées agglutinine, hémagglutinine, phytohémagglutinine et finalement lectine, du verbe latin qui veut dire leggere, qui veut dire choisir, lorsqu'il fut découvert qu'elles avaient la capacité de distinguer les divers groupes sanguins humains. Les lectines, ce sont des protéines ou des glycoprotéines capables d'interagir spécifiquement avec des saccharides pour former des liaisons non covalentes et provoquer l'agglutination des cellules animales. Ces substances ont été successivement baptisées agglutinine, hémagglutinine, phytohémagglutinine et finalement lectine, du verbe latin qui veut dire leggere, qui veut dire choisir, lorsqu'il fut découvert qu'elles avaient la capacité de distinguer les divers groupes sanguins humains. Les lectines, ce sont des protéines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité de la glycosylation des protéines. Donc quand on sépare ces différentes protéines glycosylées, donc ici c'est une séparation en spectrométrie de masse, on voit que les oligosaccharides entiers qui ont été coupés avec une glycosidase, puis analysés par spectrométrie de masse, vont donner différentes masses moléculaires, donc qui permet de déterminer la nature de l'oligosaccharide. Donc leur grande variabilité leur confère des propriétés extrêmement larges: transport, structure, récepteur, antigénicité. Donc finalement, avec des molécules au départ qui sont une structure assez proche, en combinant glucides et protéines, on arrive à des milliers de molécules différentes avec des propriétés différentes. Donc c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité, avec un grand intérêt pour les propriétés des différents organes.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les oligosaccharides sont mobiles, leur conformation est fluctuante. Ici, on observe une membrane cellulaire en jaune et un oligosaccharide en violet. La conformation fluctuante des oligosaccharides des membranes permet leur adaptation structurale nécessaire par exemple à l'activation d'un récepteur. Donc les oligosaccharides. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Les définitions, les exemples et puis le rôle de l'hétérogénéité, de la micro-hétérogénéité des glycoprotéines et leur intérêt en biologie. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors le plan, donc définition, propriété, rôle dans la cellule. Alors le plan, donc les glycanes, ou glycoconjugués, définissent des produits d'association covalente de glucides qui prennent alors le nom de glycane ou glycane avec 2 N, les 2 orthographes sont permises, soit avec une protéine, soit avec un lipide. En fait, les glycoprotéines font partie des glycanes. Par contre, les glycanes peuvent être aussi une association entre glucides et lipides. Donc on parle alors de glycoprotéines ou de glycolipides. Dans la majorité des cas, les glycanes sont des oligosaccharides liés aux protéines ou aux lipides par l'extrémité réductrice. Les protéoglycanes se distinguent des autres glycoconjugués par le fait que leurs glycanes ne sont pas des oligosaccharides mais des polysaccharides pouvant atteindre une centaine de résidus. Donc les glycanes, les propriétés des 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 glycanes,
Donc, alors les propriétés plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion cellulaire lors de phénomènes. Plusieurs études ont montré que les glycanes participent aussi à l'adhésion. Pourquoi est-ce que la structure des sucres est importante? Pourquoi est-ce que la structure des sucres est importante? Pourquoi est-ce que on va parler de l'index glycémique, de la coagulation, des maladies métaboliques, la glucorenault-conjugaison, les nucléotidoses et les cyclodextrines. On va parler de l'index glycémique. Exemple, notion d'index glycémique. Donc elle compare l'élévation de la glycémie qui se produit après chacun de ces aliments à l'élévation qui se produit après avoir avalé une quantité équivalente de glucose. On peut déterminer un pourcentage qui est d'autant plus grand que l'aliment est hyperglycémiant. Un aliment qui élève 2 fois moins la glycémie que le glucose, un pouvoir hyperglycémiant de 50% de celui du glucose. Un aliment qui l'élève 4 fois moins la glycémie, un pouvoir hyperglycémiant simplement de 25%. Exemple, notion d'index. Donc on a ici la référence qui est 20 grammes de glucose, donc ça fait 100%. 40 grammes de pain, un index glycémique de 55%, le pain complet 50%, etc. Donc vous voyez qu'en fonction de la structure des sucres, la capacité de ceux-ci à faire monter la glycémie, donc le glucose, est tout à fait différente et varie également d'ailleurs en fonction de la cuisson des aliments. C'est une application pratique de la structure des sucres. Donc on a ici, vous voyez ici sur un schéma, le glucose, les pâtes, les lentilles, etc. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux consommer des pâtes, puisque en fait elles font monter la glycémie beaucoup plus lentement, et donc provoquent une montée d'insuline beaucoup plus lente, ce qui est bien meilleur pour l'assimilation des sucres. Donc vous voyez donc ici le pouvoir hyperglycémiant d'un sucre donc dépendra beaucoup de sa structure, qui elle-même peut être modifiée par sa préparation, par exemple par sa cuisson. Le pouvoir, alors le rôle capital des sucres dans la coagulation, donc dans la transformation du fibrinogène et fibrine. Donc on sait depuis une vingtaine d'années que le fibrinogène contient une faible partie glucidique, 3 à 5%, composée de dégalactose, des mannoses, N-acétyl-déglucosamine et d'acide sialique. Mais c'est simplement ces dernières années que le rôle de ces fragments glucidiques a été l'objet de recherches approfondies. On est arrivé à la conclusion que les fragments glucidiques jouent un rôle essentiel dans la transformation du fibrinogène en fibrine et que la présence de glucides intacts est indispensable pour une coagulation convenable. Vu l'hétérogénéité des fractions glucidiques des glycoprotéines en général, donc il est difficile d'attribuer une formule définitive aux chaînes glucidiques, mais il est toujours possible de découvrir les éléments les plus caractéristiques de sa structure. Alors le rôle capital des sucres, comprendre le métabolisme des glucides, c'est aussi comprendre certaines maladies héréditaires, par exemple la galactosémie congénitale, maladie génétique par anomalie du métabolisme des glucides. Cette maladie est due à des mutations ponctuelles qui concernent 3 enzymes du métabolisme, la galactokinase, qui phosphoryle le galactose, l'uridine diphosphate galactose 4 épimérase, qui transforme le galactose phosphate en glucose phosphate, la galactose 1 phosphate uridyl transférase, qui transfère l'uridine du glucose vers le galactose suivant. Les mutations de ce dernier gène sont les plus fréquentes. Donc cette maladie atteint un nouveau-né sur 35 000
en Europe, non traitée, la maladie va évoluer rapidement vers la défaillance hépatocellulaire et rénale et la septicémie, c'est-à-dire la dégradation et destruction du foie et du rein. Et une cataracte qui apparaît très rapidement, quelques jours ou quelques semaines, devient rapidement irréversible. Et en fait, il faut vraiment détecter cette maladie parce qu'une alimentation pauvre en lactose et en galactose, avant les 10 premiers jours de vie, fait disparaître la plupart des symptômes et évite l'apparition des complications. Comprendre le métabolisme, l'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, les acides uroniques sont des composés chimiques qui sont obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples aux acides. L'acide glucuronique, donc avec le rôle de la glucuronoconjugaison. En fait, alors les nucléotides et les oses, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc avec l'importance donc de l'UDP-glucose qui va donner, grâce à la glycogène synthétase, une enzyme branchante le glycogène. L'ADP-glucose dans les végétaux va donner l'amidon. L'UDP-glucose plus le fructose-6-phosphate va donner le saccharose. L'UDP-galactose plus le glucose va donner le lactose. Donc c'est des exemples qu'on a déjà vus précédemment. Alors les nucléotides, quelque chose d'intéressant, ce sont les cyclodextrines ou cycloamyloses qui sont des véritables molécules cages d'origine naturelle qui permettent d'encapsuler diverses molécules. Elles ont aujourd'hui d'innombrables applications industrielles et on les retrouve dans une multitude de produits courants. Elles sont aussi objets de très nombreuses recherches scientifiques. Les cyclodextrines sont couramment utilisées comme excipients de formulation pour les médicaments et permettent notamment de transformer des composés liquides en solides, donc en poudre, en comprimé, par précipitation grâce à des complexes d'inclusion. Les médicaments sont souvent des molécules hydrophobes qui peuvent poser des problèmes pour être assimilés par voie orale lors de la digestion. Et en fait, ces molécules cages permettent de les protéger contre la destruction par les sucs digestifs. Et on peut aussi, avec ces molécules, diffuser les traitements par voie sublinguale de molécules qui, normalement, seraient détruites. Donc il y a beaucoup de recherches sur ces cyclodextrines. Quelque chose d'intéressant, ce sont les cyclodextrines. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc le rôle des sucres dans chacun de ces exemples.
et je vous remercie de votre attention. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir?